longtemps que vous êtes installé là? Alors oui, moi ça fait un peu plus de 20 ans, je me suis installé en 99 et puis j'ai travaillé jusqu'en 2004 avec seulement 2,5 hectares en métayage, donc on partageait la récolte avec le grand-père. À partir de 2005, donc ces 2,5 hectares sont passés en fermage, donc moi j'ai eu à ce moment-là la totalité de la récolte. Et puis petit à petit, mon père travaillait lui sur un domaine indépendant et petit à petit j'ai repris ces parcelles jusqu'en 2012 qui a été la dernière année de culture de mon père. Donc on va dire que depuis la récolte de 2013, j'ai réuni 3 domaines, c'est-à-dire Éric Forest, André Forest le grand-père et Michel Forest mon père. Voilà, donc le domaine maintenant c'est un domaine, ça reste un petit domaine familial, on travaille sur presque 8 hectares. On est 3 personnes en permanence et l'été normalement, mois de avril, mai, juin, juillet, pendant 4 mois, on est de 2 personnes de plus, donc on est 5 au total. Domaine très artisanal, on fait beaucoup de travaux manuels. On n'aime pas trop les grosses machines, on pense que la main de l'homme est plus précise, plus minutieuse dans le travail des vignes. Voilà, donc après on travaille, on n'a pas de certification et on ne veut pas de certification, on travaille plutôt avec une philosophie bio, on s'inspire un peu de la biodynamie. Beaucoup de labour au niveau des sols. On pense que la vie des sols est vraiment très importante. Donc il faut oxygéner les sols, décompacter les sols et surtout pas passer avec des grosses machines derrière pour écraser encore, compacter encore les sols. Donc on travaille tous les traitements, les labours, on travaille uniquement avec des petits chenillards. Donc avec des petites chenilles, ça fait 70 cm de large, on est assis dessus et ça fait 40 chevaux. Donc comme c'est assez léger, c'est assez puissant pour monter dans les pentes ici chez nous, à Verdisson. Voilà, la récolte se fait bien sûr à la main. On fait très attention au raisin jusqu'au pressoir. Le pressurage est aussi une étape très importante. La façon dont on écrase le raisin va être aussi déterminante pour la qualité des jus et donc des vins ensuite. Et puis voilà, après on travaille aussi encore une fois ici à la cave d'une manière très naturelle, à savoir les jus de raisin vont directement après le pressoir, vont directement dans les barriques et la fermentation se fait spontanément avec les levures naturelles qu'on appelle les levures indigènes. Tout ce travail de fermentation est assez lent, on travaille avec des températures presque de température ambiante on va dire, je refroidis très légèrement les jus au départ. J'aime pas travailler avec des jus trop froids pour 2 raisons. La première, c'est que quand on part avec un jus trop froid, les levures mettent plus de temps à s'installer. Et du coup, si les levures prennent du temps, il y a d'autres bactéries qui, elles, peuvent se développer et développer de l'acidité volatile ou des problèmes aromatiques dans les vins. Donc le fait d'avoir une fermentation qui démarre rapidement, c'est plutôt un atout. Par contre, après, on travaille ici à des températures autour de 18 degrés. Et le fait de travailler avec des raisins bien mûrs en levure naturelle, on a des fermentations qui peuvent durer 3-4 mois, parfois un peu plus. Du coup, c'est quand même intéressant. Parce que vous savez que vous avez appris que la levure, elle consomme de l'oxygène et du sucre pour produire de l'alcool et du gaz. Au bout d'un certain temps, quand le niveau d'alcool commence à être au-dessus de 13 peut-être, ou même 12, la levure elle est un petit peu asphyxiée par l'alcool qu'elle produit elle-même. Et à ce moment-là, le travail de la levure est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'elle est plus capable de fonctionner normalement, donc du coup, elle va toujours consommer les sucres plus difficilement, elle aura toujours des besoins d'oxygène pour se multiplier, mais la production ne sera plus forcément uniquement de l'alcool. Elle va faire ce qu'on appelle aussi des composés aromatiques secondaires, du glycérol, tout un tas de choses qui sont la plupart du temps très qualitatives pour le vin. Et le deuxième point positif de ces fermentations qui sont très longues, c'est qu'on maintient le liquide presque saturé en gaz. Et ça veut dire que tant que le vin est plein de gaz carbonique, il n'y a pas de place physiquement pour laisser rentrer l'oxygène. Donc en fait on travaille dans un milieu réducteur, à l'abri de l'oxygène et donc à l'abri des oxydations. Puisque le but recherché ici c'est de travailler sur des arômes qui vont rester purs, donc limiter l'oxydation, mais tout en travaillant avec des doses de sulfite le plus basses possible. Depuis 3 ans maintenant, j'utilise plus du tout de soufre sous le pressoir. C'est-à-dire que les jus de raisin sont pressurés, démarrent en fermentation le plus vite possible, et là vous comprenez encore l'intérêt d'un départ rapide quand on a des jus qui ne sont pas protégés de l'oxydation avec des sulfites. Et du coup, la
le premier contact avec le soufre du vin, c'est une fois que la fermentation malolactique est terminée. Donc la période, c'est très variable. Ça peut être au mois de novembre, décembre ou plus tôt, mais ça peut être parfois au mois d'avril, mai, voire juin, juillet. C'est arrivé d'avoir des malots qui se passent seulement au mois de juillet. Donc ça veut dire qu'on a quand même une longue période sans soufre. Et donc c'est d'autant plus important de garder vraiment du gaz carbonique dans le vin pour protéger le vin. Il y a deux choses qui vont protéger le vin autre que le soufre, c'est le gaz carbonique, et donc ce qu'on appelle le CO2, et aussi les lies du vin. Les lies du vin ont vraiment un caractère réducteur, et c'est pourquoi on a cet intérêt de travailler. Moi je travaille uniquement avec des récipients, on va dire, sphériques, ou presque. Une barrique qui s'approche un peu de la sphère, parce qu'elle est arrondie dans les deux sens. Et depuis 3 ans maintenant, je commence à travailler avec des amphores comme ça, qui sont aussi en forme d'œuf, pour toujours avoir des flux du vin dans ces récipients. Avec la rotation de la terre, ça crée des mouvements qui vont faire tourner, circuler le vin dans ces récipients proches d'une sphère. Et l'intérêt, vous le connaissez, il est de remonter un petit peu les lignes en suspension. Et donc du coup d'avoir des équilibres d'oxydoréduction entre les lies qui ont un caractère réducteur et le vin qui a tendance à s'oxyder. Donc voilà, c'est toutes des choses, toutes des réflexions et des mécanismes qui sont bien souvent naturels, qui vont aider à allonger l'élevage des vins tout en limitant les risques d'oxydation. On ne chaptalise plus du tout. Pourquoi? Parce qu'on a des millésimes qui sont très chauds, des millésimes très solaires, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Et le problème est plutôt inverse. On se retrouve avec des taux d'alcool qui sont parfois un peu trop élevés. Je pense que 13,5 ça serait largement suffisant. Entre 13 et 13,5, on pourrait avoir des Bourgognes un peu mordants. Par contre, vous savez aussi qu'il y a 2 écoles maintenant en Bourgogne, mais dans toutes les régions où on fait des vins blancs. Il y a des écoles de vignerons qui vont chercher des raisins pas trop mûrs pour garder une pseudo-acidité, une sensation de fraîcheur. Moi, je fais plutôt partie de l'école des raisins très mûrs. Je pense qu'en fait, la base pour un grand vin, c'est déjà d'avoir un raisin bien mûr. Je ne sais pas si un pâtissier va aller chercher des fruits pas mûrs, des framboises pas mûres, pour donner un peu d'acidité au dessert, quoi. L'idée, c'est quand même d'avoir des fruits bien mûrs. C'est une base. C'est une fausse acidité et souvent, c'est un problème de déséquilibre dans les vins. Donc effectivement, sur les 2019 qu'on va goûter là, on a des acidités qui sont assez basses. Par contre, on a toujours un bon équilibre dans le vin, parce qu'on arrive à un taux de maturité où, au bout d'un moment, le raisin ne s'alimente plus vraiment de la plante. Donc il arrive aussi à se déshydrater un peu, donc on perd du volume quand on est en pleine maturité et qu'on a des conditions comme on a là, avec beaucoup de chaleur, du vent. Le fruit a plutôt tendance à se déshydrater, et si on perd entre 5 et 15, 20% du volume, ça fait beaucoup, mais ça a été le cas en 2018 quand on a été très patient. 2018 où on a eu un mois de septembre très chaud, avec du vent, entre le 7-8 septembre et le 25 septembre, où pratiquement tout le monde avait terminé. Moi, j'avais encore laissé une parcelle sur pied de très vieilles vignes dans les craies. Sur cette période d'un peu plus de 2 semaines, on a vraiment perdu près de 20% du volume de jus. Par contre, on a eu des pH qui redescendaient. C'est-à-dire que ça montre tout, on a concentré les sucres, donc on avait des taux d'alcool au-delà de 15. Par contre, on est revenu sur des pH à 3,26, 3,27, ce qui est vraiment exceptionnel pour des millésimes très chauds comme ça. Alors qu'on a ramassé plutôt des pH à 3,29, 3,30 autour du 7-8 septembre, dans la parcelle qui est juste à côté, qui a le même âge. Et, voilà. Après, avec le pressolage, on peut faire un choix plein jour. Exactement. C'est plus mûr. Ouais. Moi, alors les barriques sont vides maintenant, j'ai vidé quelques barriques là, mais toutes les fins de presse, moi, sont écartées. Donc toutes les fins de presse sont vinifiées à part. Et sur ces fins de presse, on a toujours un milieu un peu plus réducteur, parce qu'on a des pH qui sont beaucoup plus hauts. On a moins d'acidité que les fins de presse. Et on a toujours un milieu un peu plus réducteur. Donc en fait, ça, c'est des vins que j'ai soutirés pour les réoxygéner. Je les ai assemblés en cuve il y a 2 semaines maintenant. Et après, moi, je vais m'en servir un petit peu en assemblage, en mettre dans certaines cuvées. Il y a une partie que je déclasse en Bourgogne. Donc, on va goûter les 4 vins de 2019. Donc là, on goûte un Saint-Véran qui s'appelle maintenant la Renommée, puisque, comme vous pouvez voir sur les fûts, c'est une parcelle qui s'appelle la Côte-Rôtie. Et depuis 2017, on a une pression importante des syndicats de défense des Côtes-du-Rhône qui nous interdit d'utiliser ce nom de lieu-dit, inscrit sur le cadastre depuis l'époque de Napoléon. Donc c'est pas quelque chose qu'on a inventé pour embêter les copains de Côte-du-Rhône, au contraire, c'est quelque chose qui reflète une origine de terroir très particulier. Ça a été appelé la Côte-Rôtie parce que c'est un endroit très pentu, c'est un bas de coteau, c'est exposé plein sud. Donc
le fait d'être encaissé, c'est vraiment à l'abri du vent, c'est un peu comme un four, c'est des endroits où il fait vraiment très chaud l'été, à l'abri de l'air, c'est un peu étouffant et c'est pourquoi ça a été appelé la côte rôtie par le soleil. Du coup, il a fallu retrouver un nom à cette cuvée et je l'ai baptisé la renommée, en jouant sur le double sens, la double signification en français de ce mot qui veut dire renommée, d'avoir trouvé, de lui avoir donné un nouveau nom, et renommée dans le sens réputé. C'est un secteur quand même qui est plutôt réputé pour l'appellation Saint-Véran. Et c'est toujours donc un peu plus chaud, les vendages ils sont anticipés ou c'est... Alors anticipé, c'est pas vraiment le mot, mais on commence la plupart du temps sur ce secteur, effectivement, parce que c'est des endroits où ça mûrit beaucoup. Là on a un vin qui fait 14,6 naturellement en alcool, donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de chaptaliser. Mais encore une fois, là ce qui va être important, donc c'est un secteur qui va faire d'une manière assez générale des vins très puissants mais à la fois lourds, en même temps lourds. Parce qu'on a souvent un manque d'acidité à cet endroit-là à cause de la chaleur. Et là, je vous laisse juger, mais pour un millésime extrêmement solaire, précoce, concentré, puisque 2009, on avait déjà eu des problèmes de gelée au mois d'avril. Là, ce qui est intéressant sur ce vin, c'est de juger non seulement sa puissance, mais surtout son équilibre avec l'acidité, le côté croquant, minéral des calcaires. C'est un endroit... Alors, à cet endroit-là, sur le bas du coteau, on n'a pas de roche du tout. On a même assez peu de cailloux calcaires. Par contre, on est sur des alluvions calcaires et c'est un endroit où on a 8% de calcaire actif. Donc pour la région, c'est pas mal. Parce qu'ici, on a beaucoup de terroirs caillouteux, avec des cailloux calcaires, mais des endroits où on a beaucoup de calcaire actif, il y en a assez peu. Et là, ça fait partie des endroits où on a, vous allez à Chablis, vous avez certains endroits où vous avez 20% de calcaire actif. Ici, on n'a pas du tout. On a largement autant de cailloux, de pierres, mais le calcaire actif, donc c'est quelque chose, c'est du calcaire, on va dire presque soluble, que la plante peut absorber et qui peut même gêner la plante, qui peut la perturber, parce que ça peut être un handicap. La vigne aime le calcaire, mais avec une certaine limite. Donc c'est pour ça qu'après les viticulteurs adaptent les porte-greffes en fonction du taux de calcaire actif. Et là on fait partie des endroits les plus riches en calcaire actif. Les vignes ils sont âgées ou ça fait quelque chose de plus... C'est pas très âgé, c'est des vignes qui ont environ 35 ans. 35-36 ans, quelque chose comme ça. Et d'habitude, vous arrivez jusqu'à quel âge avec les vignes? C'est assez difficile de répondre parce que ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend du type de sol. Ça dépend de ce que le vigneron lui a fait et ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire si vous demandez énormément de rendement à la vigne, que vous la maltraitez, que vous avez des sols morts, tassés, compliqués pour le développement des racines, une vigne peut arriver en fin de vie après 50 ans, même bien souvent des vignes autour de la planète qui sont arrachées avant 50 ans. Au contraire, il y a des sols qui peuvent être très vivants, où il y a une symbiose entre la microfaune, la microflore, la vigne, qui peuvent être soignées, chéries même par le vigneron. Et dans ces conditions, une vigne peut vivre 110, 120 ans, et pourquoi pas un peu plus. Mais disons qu'après, on arrive à un stade, au-delà de 100 ans, on arrive sur une vigne qui produit très peu. Donc du coup, il y a un autre problème, c'est pas que la vigne meurt, mais c'est que le vigneron n'a plus de revenus suffisamment intéressants, et c'est malheureusement pour ça que souvent ces vignes sont arrachées. Alors, on va passer sur les Pouilly Fussé, toujours sur le millésime 2019. Donc ça, c'est une cuvée de Pouilly Fussé d'assemblage. Un mélange de 4 parcelles que mon grand-père a plantées au début des années 60. En fait, il faut déjà historiquement comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Jusqu'au début des années 60, ici à Vergisson, comme dans beaucoup de villages viticoles en France, on parlait pas de domaine viticole. C'était des petites fermes. Et du coup, ici, les fermiers, on va dire, travaillaient avec les femmes, avaient des vaches pour le lait, avaient des chèvres, faisaient des fromages. Et puis, au milieu des années 60, début des années 60, ça a commencé, je pense, les Américains ont commencé à acheter énormément de Pouilly Fussé. Peut-être que c'était quelque chose d'assez facile à prononcer. Déjà, on parle souvent de ça, Pouilly Fussé. Pour un anglophone, c'est une prononciation qui marche bien. Et puis, il y a surtout quelque chose d'économique. C'est-à-dire que Pouilly Fussé, c'est une appellation assez grande. Aujourd'hui, ça fait 790 hectares. Donc, il y a du volume, on peut faire du volume. Et on est toujours sur des très bons rapports qualité-prix pour la Bourgogne, comparativement à la Côte de Beaune peut-être, où on a moins de volume et on est sur des prix souvent beaucoup plus élevés.
Donc du coup, les Américains ont commencé à envoyer des représentants pour choisir, sélectionner des caves. Et ils ont commencé à en acheter énormément et ça a été un vin tout à fait à la mode à partir des années 60. Donc à ce moment-là, il y avait tout un tas de parcelles qui n'étaient pas plantées, faisaient partie de l'appellation Pouilly-Fussé, parce que les appellations, presque toutes les appellations, c'est 1936, en tout cas Vergisson, c'est 1936. Et du coup, à ce moment-là, les fermiers ont commencé un peu à laisser tomber les chèvres et les vaches et ont planté davantage de chardonnay sur les parties qui étaient en prairie pour répondre un peu à cette demande américaine. Et du coup, sur l'Âme Forest, c'est donc un assemblage de 4 parcelles qui sont plutôt au nord de la Roche de Vergisson, sur des expositions un peu moins chaudes, un peu plus fraîches. Et donc ces vignes qui ont maintenant autour de 50 ans sont assemblées et font cette cuvée qui représente déjà un beau volume pour le domaine, donc une cuvée qui est intéressante au niveau commercial quand on a, pour faire des réassorts par exemple sur des restaurants, pouvoir quand on met une ligne à la carte, quand on met cette référence à la carte, les clients savent qu'ils peuvent demander encore ce vin pour rester sur quelque chose de continu. Et puis il y a un intérêt surtout œnologique de se dire que de mélanger ces 4 terroirs, on a un effet un petit peu de lissage du millésime. C'est une technique, je dirais, plus champenoise que bourguignonne, mais c'est quand même intéressant pour certains clients. Et donc l'âme, c'est un nom commercial, Âme Forest, et c'est aussi les initiales de André, Michel et Eric, donc les 3 générations qui ont planté, cultivé ces parcelles. Donc là, on est monté en altitude par rapport à la côte rôtie. On a un petit peu plus de vivacité, un petit peu plus mordante, comme les agrumes, autant sur la sensation acide que amère. Donc on a vraiment toute une mécanique qui est un peu plus fraîche. C'est des vins qui vibrent davantage. Donc on n'est pas sur le Pouilly-Fussé qui va présenter le plus de richesse, de longueur et de complexité. On est sur quelque chose de très sapide, avec un style vraiment Vergisson, ce côté minéral. Vous travaillez beaucoup à l'export ou vous préférez rester sur un marché restaurant français? Alors je travaillais exclusivement à l'export jusqu'en 2009-2010 et j'étais à cette époque beaucoup trop implanté sur les États-Unis et l'Angleterre, des pays qui ont beaucoup souffert de la crise bancaire, économique. Et du coup j'ai dû redistribuer un petit peu les cartes à partir de 2010-2011. Et en même temps j'ai commencé un peu à m'ouvrir à la presse et donc du coup attirer l'attention de sommeliers, enfin journaliste d'abord, puis sommelier, caviste et au final client particulier. Alors là on va goûter un terroir qui s'appelle l'Écret. Donc là l'Écret c'est un coteau très pentu qui est plein sud. Donc c'est un petit peu comme la côte rôtie, sauf que la grande différence c'est qu'on est juste sous le rocher de Vergisson. Donc on est plus en altitude et on est beaucoup plus exposé au vent. Parce que ces roches calcaires, qui sont la roche de Solutré et la roche de Vergisson, font qu'on a toujours un petit peu des courants d'air. Même quand le temps est calme, on a toujours un petit peu de ventilation. Et du coup ça fait une grande différence avec la côte rôtie, où on est protégé vraiment dans ce fond de vallée. Du coup ça va apporter beaucoup plus de fraîcheur au niveau température, mais ça va apporter aussi du coup plus de fraîcheur au niveau de la sensation des vins. Et puis les terroirs sont aussi un petit peu différents. Là l'Écret c'est vraiment un grand terroir à chardonnay puisqu'on a tous les éboulis calcaires, beaucoup de petites pierrailles qui ont plutôt tendance à descendre du rocher, de la roche de Vergisson. Mais on a des sols un petit peu en millefeuille avec des couches de marne. On a des marnes grises, des marnes bleues. Et la marne, comme vous le savez, c'est vraiment le sol de prédilection du chardonnay. Donc calcaire plus marne, avec une exposition plein sud, donc beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, mais malgré tout assez ventilé. Donc on a moins de souffrance, la plante a moins de souffrance que... Quand ils sont très pentus, oui. et il y a des semaines comme ça, plein de pluie, oui. ça aide, ça permet de drainer un peu. Exactement. Ouais, ça aide un peu. Ouais. Disons que le calcaire, les pierres sont déjà très drainantes. Et quand on tombe sur ces couches de marne, les couches de marne étant inclinées, ben, l'eau va avoir tendance à glisser dessus et à descendre. Mais les marnes ont un rôle très important sur les périodes chaudes, les périodes estivales, puisque les marnes sont des réservoirs hydriques. Donc c'est une matière qui va s'imbiber d'eau et qui va gonfler et qui va stocker l'eau. Et donc les racines vont pouvoir, cette marne va restituer un peu d'humidité très longtemps. Ça a une limite, mais la limite est quand même assez dure à trouver puisque on s'est rendu compte en 2003, année extrêmement chaude et sèche, que dans les craies on avait pratiquement les vignes les plus vertes
du village. Et à l'époque, moi j'avais un peu du mal à comprendre, et depuis on a fait des profils de sol. En 2008, on a avec une pelleteuse, on a fait une grosse tranchée dans une de mes parcelles pour voir ce qui se passait. Et du coup, quand on voit ces couches de marbre, on comprend mieux. On voit que les racines, elles arrivent à se développer dans ces marbres qui sont normalement des milieux plutôt asphyxiants où les racines n'aiment pas trop aller, mais la vigne, elle, aime la marne et arrive à coloniser ces couches de sol et pour avoir une part d'humidité et faciliter la survie et surtout la fructification dans les étés très chauds, très secs. Vous avez combien de densité combien de pieds dans un hectare? Alors, sur toutes ces vignes que plantait mon grand-père, on est à 9000 pieds par hectare. Ouais. Traditionnellement, il y avait beaucoup de vignes qui étaient plantées à 10 000 pieds ici en Bourgogne. On va dire qu'avec le temps, ça s'est espacé. On est plutôt autour de 8000 maintenant. Mais moi, j'aime les grosses densités. Et j'ai replanté une petite parcelle là, le 8 mars cette année et qu'on a replanté à 10 000. Vraiment, je trouve que la concurrence racinaire, la concentration est vraiment intéressante. J'ai eu une mauvaise expérience en 2018 où j'ai vendangé, j'avais signé un fermage sur une vigne à Verzé. Il y a un très beau coteau, un endroit calcaire, plein sud, assez pentu qui me plaisait beaucoup, avec des vignes qui avaient une trentaine d'années, donc c'était correct, c'était pas vraiment des vieilles vignes, et par contre on était en densité, on était à peine à 8000, et j'ai pas du tout aimé les vins en fait, j'ai pas du tout aimé travailler de cette façon-là, parce que du coup quand on est en dessous de 8000 pieds par hectare, pour faire des rendements, on va dire sur des macons, des rendements qui pourraient être de 55 hectos, il faut des raisins de partout sur le pied. Et du coup, un cep de vigne qui croule sous les raisins, pour moi, il ne peut pas faire vraiment quelque chose de concentré, de qualitatif. Alors que quand on est planté entre 9 et 10 000, pour faire ces 55 hectos avec 10 grappes par pied, on peut les faire. Donc ça fait une grosse différence. Donc là, cette fois-ci, on est sur le sommet de la roche de Vergisson. Donc on est un peu plus de 400 mètres d'altitude. Donc on est sur un endroit très caillouteux. On n'a pas vraiment le rocher, on n'a pas vraiment la roche-mère, on n'a que de la pierre, pierre blanche. Dès qu'on creuse, dès qu'on arrive à 1 mètre de profondeur, il n'y a plus que de la pierre. Il n'y a pratiquement on trouve plus de terre. Et du coup, c'est des parcelles qui sont très ventées. Le fait d'être en altitude comme ça, c'est un peu sur un plateau, c'est pas très pentu. C'est sur une exposition sud-est, donc on a quand même pas mal de lumière, beaucoup de vent, et on perd le côté très concentré, riche qu'on avait dans les craies, avec le coteau plein sud. Par contre, on gagne en texture. On est vraiment sur un vin avec cette charpente croquante, saline, ce côté vraiment minéral qu'on a du début à la fin. Ouais. Quand c'est comme ça en hauteur, il est classé en premier cru, c'est pas classé en premier. Alors non, cette parcelle ne sera pas passée en premier cru. Parce que c'est trop.